Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Toutes les batailles de Napoléon. Je suis Adrianiste et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la bataille de Borodino, plus connue sous le nom de Moskova. Nous allons voir au cours de cet épisode très spécial que la Moskova est la bataille qui a officiellement condamné Napoléon à une future chute inéluctable. Désormais, Napoléon s'enlise dans une campagne de Russie qui allait décimer sa grande armée. C'est Adrianaliste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Pour comprendre ce qui a poussé Napoléon à envahir la Russie en 1812, il faut examiner les relations entre les deux puissances au cours des années précédentes. En 1807, après la bataille de Friedland, Napoléon et le tsar Alexandre Ier de Russie signèrent le traité de Tilsit. Cet accord mit fin aux hostilités entre les deux nations et institua une alliance fragile. Cependant, cette alliance reposait sur des bases instables. Napoléon imposa le blocus continental, une politique économique visant à affaiblir la Grande-Bretagne en interdisant toutes les nations européennes de commercer avec elle. Si le tsar Alexandre accepta initialement cette mesure, la Russie en souffrit économiquement, ses exportations étant fortement touchées. De plus, la noblesse russe, influente et puissante, était hostile à cette politique qui réduisait leurs revenus et accroissait les tensions internes. En parallèle, Napoléon poursuivait ses ambitions territoriales et dynastiques en Europe. En 1810, il annexa les États de l'Église et le duché d'Oldenbourg, dont le souverain était un proche parent du tsar Alexandre. Ces actions, perçues comme des affronts directs à la souveraineté russe, exacerbèrent les tensions. Enfin, Napoléon répudia sa première épouse Joséphine et épousa Marie-Louise d'Autriche en 1810, consolidant ainsi son alliance avec l'Autriche. Cette décision fut perçue par Alexandre Ier comme une trahison, diminuant encore la confiance entre les deux dirigeants. Face à ces provocations, Alexandre Ier commença à saper les fondements de l'alliance franco-russe. En 1811, il décida de reprendre le commerce avec la Grande-Bretagne, violant ainsi le blocus continental. Napoléon, voyant cette décision comme une trahison et une menace à son hégémonie en Europe, commença à préparer une invasion pour forcer la Russie à se plier à ses volontés. En juin 1812, la Grande Armée composée de plus de 600 000 hommes issus de nombreuses nations européennes sous domination française franchit le Niémen, marquant le début de la campagne de Russie. Napoléon espérait une victoire rapide et décisive, mais il était loin de se douter des défis titanesques qui l'attendaient. Le 7 septembre 1812, la bataille de la Moskova, également connue sous le nom de bataille de Borodino, commence à l'aube. Le champ de bataille, situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de Moscou, est enveloppé d'un brouillard épais, ajoutant une atmosphère lugubre à cet affrontement inévitable. Les forces françaises, dirigées par Napoléon, comptent environ 130 000 soldats, tandis que les Russes, commandés par le général Koutouzov, alignent une armée de taille similaire. Koutouzov a disposé ses troupes sur une ligne défensive solide, avec plusieurs redoutes fortifiées, notamment la grande redoute de Raïevski, un point stratégique central. À 6 heures du matin, Napoléon donne l'ordre d'ouvrir le feu. L'artillerie française composée de 600 canons commence un bombardement massif. Les premiers assauts sont dirigés vers les redoutes russes. Le maréchal Davout, à la tête du premier corps, attaque la redoute de Borodino à l'aile gauche française, mais rencontre une résistance acharnée. Vers 8 heures, le maréchal Ney mène une offensive contre le village Semyonnikov, au centre de la ligne russe. Les combats sont d'une brutalité inouïe. Les Français parviennent à prendre le village, mais les Russes contre-attaquent sans relâche. Le village change de main plusieurs fois au cours de la journée. Simultanément, le prince Eugène de Beauharnais, commandant le 4e corps, engage la bataille pour la redoute Raïevski. Cette position clé est défendue avec acharnement par les Russes, mais les Français parviennent finalement à capturer vers midi, grâce à des assauts répétés et au sacrifice nombreux de soldats. Malgré les succès tactiques, la journée est loin d'être gagnée pour Napoléon. À plusieurs reprises, ses maréchaux lui conseillent de lancer la garde impériale pour briser définitivement les lignes russes. Napoléon, cependant, hésite et décide de conserver cette précieuse réserve, craignant une contre-attaque russe ou une autre bataille imminente.
Les pertes humaines de cette bataille sont terribles. À la fin de la journée, environ 30 000 soldats français gisent sur le champ de bataille, morts ou blessés. Du côté russe, les pertes sont encore plus lourdes, avec environ 45 000 hommes hors de combat. Les scènes de carnage sont indescriptibles. Des milliers de corps jonchent le sol, des blessés hurlent de douleur et les champs sont teintés de sang. À la tombée de la nuit, les combats cessent. La ligne russe, bien que sévèrement entamée, n'est pas brisée. Les deux camps sont épuisés, leurs forces considérablement réduites. Napoléon revendique la victoire car il a réussi à capturer des positions stratégiques importantes. Cependant, cette victoire est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que les pertes sont si lourdes que on ne peut pas vraiment considérer ça comme une victoire malgré le fait que dans les faits, il a quand même remporté tous ses objectifs. Malgré la victoire tactique, Napoléon ne parvient pas à anéantir l'armée russe qui se retire en bon ordre. Quelques jours plus tard, il entre dans une Moscou désertée et incendiée par ses propres habitants pour empêcher les Français de trouver des vivres et des abris. L'hiver russe approche et la grande armée, affaiblie par la bataille de la Moskova, est sur le point de faire face à l'un des plus grands désastres militaires de l'histoire. La bataille de la Moskova, bien que revendiquée comme une victoire par Napoléon, marque un tournant décisif et tragique dans la campagne de Russie. Quelques jours après la bataille, Napoléon et ce qu'il reste de la grande armée entrent dans Moscou le 14 septembre 1812. Mais au lieu de trouver une ville opulente et pleine de ressources, les Français découvrent une cité presque entièrement désertée et incendiée. Les Russes, sous les ordres du gouverneur de Moscou, Rostopchine, ont choisi de détruire leur propre ville pour priver l'envahisseur de tout ravitaillement et abri. Les espoirs de Napoléon de forcer Alexandre Ier à capituler en s'emparant de la capitale spirituelle de la Russie sont anéantis. Bien que Napoléon puisse se vanter d'avoir occupé Moscou, la réalité est bien plus sombre. La ville, en ruine, ne peut nourrir ni abriter l'armée française. Les soldats, épuisés et affamés, souffrent des premiers froids de l'automne russe. Napoléon attend une reddition qui ne viendra jamais. Alexandre Ier reste inébranlable et refuse de négocier, comptant sur l'hiver russe pour faire le travail que ses armées n'ont pu accomplir. En octobre, après plus d'un mois d'attente vaine, Napoléon se résout à abandonner Moscou et commence la retraite. Cette décision, bien que nécessaire, scelle le sort de la grande armée. Les hommes déjà affaiblis par les combats et les privations doivent maintenant faire face à une retraite infernale à travers un territoire hostile harcelé par les partisans russes et les forces régulières.